Déjà, je ne sais pas très bien qui je suis. Est-ce qu'on n'est pas toujours qui on est? Le parcours de chacun doit énormément au hasard. Déjà, j'espère que je suis qu'un embryon de moi-même et de ce que je peux encore penser. Mon pays, c'est la terre, quoi. Je me sens partout chez moi. Mes racines, c'est partout. C'est connaître du monde. Ayant moins peur de moi, j'ai moins peur des autres. Ne laisse jamais personne te briser les ailes. Rester jusqu'au bout, c'est aussi dénoncer. Une sorte de révélation, puis de désillusion. Il pensait, lui, s'adresser à moi d'une façon discriminante. Les mots que j'aime et les mots que je n'aime pas. Je veux pas entendre, je me barre, je suis pas d'accord. Ouais, ça me fait vraiment peur. Il y a la révolte et la colère. les choses nous dépassent. L'amour m'a toujours sauvé. C'était en moi depuis le début, quoi. Je crois qu'il a nourri mon âme et mon cœur. Tout est construction. On se tourne vers le passé. Je regrette rien. L'amour, ça existe et c'est grandiose. Tellement beau. Je vis mes rêves. Et à partir de là, c'est de faire de sa vie de la littérature. Mon histoire, elle est écrite. On se nourrit avec des livres. C'est ça qui m'a un peu réveillé, c'est être à l'écoute des enfants. J'ai toujours su que je voulais travailler avec des enfants. Oui, moi je crois beaucoup au destin. Mon gosse, c'est le vide. Jamais laisser place à la banalité. Comment pouvons-nous échapper à ça? Moi, je crois qu'on peut tous réussir à faire beaucoup de choses. Ce sentiment de bouillonnement, de vibration, je l'ai vécu et expérimenté grâce au collectif. Je me suis retrouvé. Et essayons de faire de ça un espace de liberté. J'ai perdu le fil. Il n'y a pas vraiment de fin. Moi qui vous parle. Alors, je suis né en 1941, mois de mai, le mois des fleurs. Et c'était donc pendant la guerre, dans un petit village. Mon père était viticulteur, et maraîcher. Et moi, j'étais au milieu de ça, dans un village où et voilà, j'ai des souvenirs d'enfance heureux, globalement heureux, avec des copains, une liberté que n'ont plus les enfants maintenant. Et on s'amusait très bien comme ça, on faisait des choses un peu pendables aussi. Moi j'étais très fort au niveau du lancer de pierre, donc j'ai eu cassé quelques ampoules et même la vitre de la maison du maire, ça a été difficile. Voilà, pour moi, parce qu'il a fallu que je demande pardon à genoux. Enfin, bon, mais ça me reste dans la tête. Voilà. Bon, sinon, donc un petit village. Ouais, après, alors il y avait quand même le patronage. Hein. Mes parents étaient cathos, enfin, pas progressistes à l'époque, on ne parlait pas de cathos progressistes, mais des cathos pas sectaires, très accueillants. Ouais, il y avait les sœurs Cornettes, qui nous apprenaient. On apprenait à chanter. Voilà. Il y avait aussi l'église. Bon, on allait. Le dimanche était rythmé par la messe, puis les vêpres, et surtout, moi j'étais enfant de chœur, comme la plupart des enfants du village. Il y a eu le scoutisme aussi.
Il n'y avait pas de troupe à Bagnoles, ni à Saint-Nazaire, évidemment. Donc on a créé une patrouille libre avec un foulard noir. Hein. Et petit à petit, je suis devenu le CP de cette patrouille. Et donc j'ai fait des camps et ça m'a fait sortir du village aussi. Hein. Bon. J'ai vu mon père beaucoup travailler. J'allais parce que il se levait très tôt, il allait faire du maraîchage au jardin, on avait un grand jardin, et puis il rentrait, et il allait ensuite travailler dans les vignes, donc il travaillait de 6h du mat l'été à 9h le soir, et j'allais assez souvent avec lui au jardin, où dès que je pouvais, je l'aidais, ouais, et j'ai appris à aider. Et de la même façon, par la suite, sur ce plan-là, les enfants, dont on dit maintenant qu'ils ne doivent surtout pas travailler, parce qu'autrement on les exploite, il y a exploitation et puis initiation. Et moi, c'était de l'initiation. Quand il y avait les vendanges, eh ben, on avait, à partir d'un certain âge, quand les parents le jugeaient, ils nous confiaient la moitié d'une rangée, c'est-à-dire que tu avais 2 enfants, et d'un côté de la rangée, tu avais un enfant, de l'autre, et puis les 2 enfants tenaient leur rangée comme les grandes personnes, et ils devaient avancer aussi vite que les autres. Voilà. Bon. Et puis après, quand tu devenais un peu plus grand, eh ben, tu tenais ta rangée tout seul. Voilà. Et puis après, pour les garçons, pas pour les filles elles restaient coupeuses, entre guillemets. Pour les garçons, ben c'était, tu pouvais prendre les seaux, c'est-à-dire que tu allais chercher les seaux et tu les vidais dans les cornues, et puis après, petit à petit, tu pouvais conduire le mulet, et tu mettais les cornues sur le traîneau, et puis enfin, mais là c'est quand tu avais le permis, tu allais amener les cornues à la coopérative ou à la cave, voilà. Donc ça, c'était toute une initiation au travail. Et ben, je pense que ça aussi, ça a marqué, quoi. Bon, indépendamment de ça, il y avait aussi l'école, hein, donc l'école où les maîtresses, c'était Madame Serre. Et elle était très sévère, mais quand j'étais puni, les parents, ils n'étaient pas contents et ils appuyaient l'institutrice. Alors que maintenant, voilà, c'est pas toujours le cas, au contraire. Il n'empêche que moi, j'allais à l'école libre. Et mes cousins allaient à l'école laïque. Et l'école libre avait un gros avantage, je l'ai constaté après, c'est qu'elle était mixte. Elle était mixte, et ce que n'était pas évidemment l'école publique à l'époque. Donc ça m'a donné l'occasion de côtoyer et d'apprécier les filles, l'agence féminine. Donc voilà, peut-être que ça a un peu marqué ma vie, on ne sait pas. En parlant de religion, je crois que ah ouais, mais alors là il faut parce que les choses se bousculent, hein, dans la vie de quelqu'un. Il y avait ça. Il y avait le contexte, et puis il y avait ce qui arrivait de l'extérieur. Il y avait une sœur, je l'ai toujours d'ailleurs, et elle écoutait, elle a 5 ans de plus que moi, et elle écoutait Brassens. Et moi, Brassens. C'est, comment dire, je crois qu'il a nourri mon âme et mon cœur. Et je connaissais évidemment toutes les chansons par cœur, d'ailleurs, il y en a que je connais encore. Je les connaissais, et quelque part, voilà, oui, c'était une part. Pour moi, il a remplacé
il a eu plus d'importance que les philosophes que j'étais censé écouter par la suite lorsque j'étais en Mathelem, et que ça m'a jamais trop accroché à cette époque. Mais Brassens, oui, pas philosophique, mode de vie, quoi. Aller vers les autres, quand même, ça m'a nourri, Et donc, la foi que j'avais, parce que j'étais dans le milieu, j'ai commencé à me poser des questions et j'ai eu beaucoup de discussions avec le curé du coin, l'abbé. Et bon, je le poussais dans des retranchements. Il disait, bon, la foi, il me disait oui. Il en arrivait toujours à me dire au bout des discussions, oui, mais il faut la foi, il faut prier pour avoir la foi. Je disais, bon, mais pourquoi, si j'ai pas la foi, pourquoi je prierais pour avoir la foi? Enfin bon, voilà, des trucs comme ça, ce qui fait que je me suis, après quand même pas mal de réflexions à cette époque, je me suis éloigné définitivement, je pense, de la religion. Ma sœur, qui avait fait des études d'infirmière à Nîmes, avait rencontré une jeune fille dont la mère habitait place de l'Hôtel de Ville à Nîmes. Et donc, finalement, lorsqu'il s'est agi pour mes parents de m'envoyer à Nîmes, plutôt que de me mettre en pension, ils se sont dit, bon, ça serait bien qu'il soit en demi-pension à Nîmes. Bon. Et donc, chez Madame Goguery, qui était la mère de l'amie de ma sœur. Voilà, et j'ai fait mes études là-bas. Et donc, Madame Goguery avait deux filles, une amie de ma sœur, et puis une autre fille qui était l'aînée, et qui était la plupart du temps à Bordeaux ou à Paris, qui était mannequin, qui venait de temps en temps, assez souvent, chez sa mère. Voilà. Évidemment, moi j'étais jeune, très intéressé, voilà, et voilà. Et puis, je ne sais pas pourquoi, mais finalement, on a eu une histoire d'amour. Moi, on peut imaginer. Je devais avoir 17 ans au début. Elle en avait 10 de plus. Ce qui était, maintenant, je m'en rends compte. Au début, on ne pense pas. C'était vachement gonflé de sa part. Pourquoi? J'en sais rien. Voilà, il y a eu une très 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 belle histoire. Le parcours de chacun doit énormément au hasard. Énormément. Je veux dire, bon, après, le hasard, mais c'est fondamental et à bien des égards. Et un petit truc fait que ça bascule d'un côté, ça bascule de l'autre. Voilà. Et qu'est-ce que ça serait? Qu'aurait-on été si ce petit truc n'était pas arrivé? On ne sait pas. Mais certainement, on aurait été très différents. Ça, c'est quand même... On a créé, il y avait une équipe, quoi. Il y avait vraiment une équipe. Donc il y avait une très très bonne ambiance. On travaillait bien, beaucoup, et on s'amusait bien aussi. On faisait des fêtes, des voyages, voilà. Bon, ça c'est très bien passé. Il y avait un esprit Sandoz. On n'allait pas voir si on pouvait gagner 210% de plus ailleurs. Il y avait un esprit, on était bien avec les problèmes qu'il pouvait y avoir, mais bon, il y avait vraiment un esprit. Maintenant, les mecs, ils n'arrêtent pas de passer d'une boîte à l'autre, mais c'est normal, parce que les gens sont devenus une variable d'ajustement. Et quand je suis arrivé en France, je me suis retrouvé devant ce que l'on appelait les membres de l'EDP, c'est-à-dire équipe de direction,
et je devais me présenter. Première réunion, et il y avait le président aussi. Et donc j'avais eu une idée, donc je reste assez fier. J'ai dit, bon, écoutez, voilà, donc on va devoir travailler ensemble, et je vais essayer de nous faire gagner du temps à tous. Et pour ce faire, j'avais fait une liste, 2 listes. Les mots que j'aime et les mots que je n'aime pas. Et dans les mots que j'aime, je ne les ai pas tous et je l'ai perdu cette liste. Ouais, il y avait évidemment travail, dans les mots que j'aime, il y a rigueur, il y a contrôle, enthousiasme, fête, il y avait... bon, et puis de l'autre côté, je mettais magouille, il y avait équipe, parmi les mots que j'aime, il y avait individualité, donc j'avais fait ça. Et j'ai trouvé que c'était une bonne façon de dire, bon ben voilà, moi je suis comme ça, maintenant on va travailler ensemble sur cette base-là. Et donc, voilà. Alors les valeurs, effectivement, il y a eu le travail, il y a le fait de travailler avec les autres, d'écouter les autres. Ouais, l'honnêteté, évidemment, mais c'est pas forcément évident quand tu travailles. Aussi le fait de s'aider, l'entraide. Quand je suis parti de chez Sandoz, j'ai fait une sorte de métaphore. Je leur ai raconté que, c'est vrai, quand j'aidais mon père, à un moment, on avait des mulets. On n'avait pas de chevaux, mais on avait des mulets. Et il fallait tenir la charrue et faire en sorte de tracer le sillon. Voilà. Et mon père me disait toujours, il faut tirer droit. Il ne faut pas faire un truc comme ça. Et donc, je me retournais et j'essayais. J'étais content quand le sillon était droit. Et donc, quand je suis parti, j'ai dit, bon, voilà, je me retourne, et sur le plan professionnel, je peux partir content parce que mon sillon est droit. C'était des gens solides, enfin, aux convictions solides, aux valeurs solides, même s'il y avait aussi il y avait des colères de mon père, il y avait ma mère qui montait aussi de temps en temps. Mais il y avait, je crois que d'ailleurs on s'entend quand même relativement bien tous les trois enfants. Les 3 enfants s'en sont bien sortis, alors que c'était quand même pas évident dû à notre milieu, quoi, qui était... non, c'était... Les parents ont joué un rôle exceptionnel. D'ailleurs, on leur a fêté les 100 ans. Bon, ils étaient morts, mais on a tenu à faire une fête pour le père d'abord, qui était né en 1910, et pour la mère en 1915, donc 5 ans après. C'était chouette parce que c'était, voilà, l'idée quand même, parce que c'est quand même moi qui l'avais eue, donc je sais l'origine, je me disais, mais il y a des gens qui les ont pas connus, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Moi, j'ai jamais connu mes grands-parents, et je me disais, quand même, c'est important de leur dire qui ils étaient. J'ai pas vraiment de regrets. Après, ça, on peut se dire... Mais attends, moi j'ai quand même un truc que je considère comme positif, mais qui est inhérent, voilà, ça doit être dans mon ADN.
j'ai tendance à me souvenir des bons moments et à ne pas me souvenir, ou tout au moins à écarter assez vite les mauvais moments. Je veux dire, bon, je peux y penser, mais je ne m'appesantis pas sur les mauvais moments. Il y en a eu, évidemment. Mais bon, voilà. Mais j'ai peut-être un tempérament heureux sur ce point-là. De ce que j'en savais à l'époque, c'était une guerre entre le Nord et le Sud, une guerre entre le Viet Cong et les Vietnamiens, c'est tout, on n'en savait pas plus que ça. Ben, nous, on la subissait par moments parce qu'il y avait des restrictions, parce qu'il y avait des bombardements, parce qu'il n'y avait plus de nourriture, ou parce qu'il y avait le couvre-feu. Pour nos parents, il fallait arriver à nous éduquer, à ce qu'on aille à l'école sans avoir trop de difficultés pour y aller, en évitant bien sûr les moments où l'école est fermée, etc. Et surtout, il fallait toujours qu'il y ait à manger à la maison. Donc, pour les adultes, oui, c'était très difficile. Pour les enfants, non. On jouait entre les sacs de sable, on jouait beaucoup. Je crois qu'on arrivait on vivait notre vie d'enfant sans faire attention à ce qui se passait à l'extérieur. Moi, j'ai pu assister à des bombardements. J'ai été un peu aussi blessée lors d'un bombardement. Très étonnamment, j'ai pas été traumatisée par ça. Il fallait faire ça parce que sinon, c'était eux qui nous tuaient. Donc, on avait une autre façon de voir les choses. J'ai jamais fait de cauchemar de la guerre. J'ai jamais fait de cauchemar de ce que j'ai vu. J'ai jamais fait de cauchemar de bombardement où j'aurais vu des cadavres et des choses comme ça. Ça m'a jamais atteint.
parce que c'est une question de survie. C'était ou eux ou nous. Donc, tant que j'étais debout et vivante, c'était que les choses allaient continuer comme ça. J'étais très en colère parce que, bon, enfant au Vietnam, c'est vrai qu'on avait une vie normale d'enfant, on jouait, on faisait des choses, on était éduqués par nos parents, par les nounous qui s'occupaient de nous, etc. Et puis, mais on n'avait pas quand même je me rendais compte que j'avais pas une vie comme les autres avaient, c'est-à-dire que je me rendais compte que à travers les expatriés qui étaient là-bas, j'avais l'impression d'être différent d'eux, et à travers ces expatriés-là, je m'apercevais que notre vie n'était pas la même que leur vie à eux en France. Donc je rêvais souvent de partir en France et de me dire c'est là où on vit normalement en fait. On vit sans la guerre, on vit sans la peur d'avoir faim, on vit sans la peur d'avoir un bombardement ou devoir fuir la nuit, etc. Donc pour moi la France représentait l'endroit où il fallait être, et là où on serait heureux vraiment, et là où on retrouverait un confort et une vie normale comme tout le monde, parce que je pensais que tout le reste du monde vivait comme ça. Et donc j'aspirais beaucoup à partir, et au moment de la chute de Saigon, quelques jours avant, ma mère a appris que Saigon allait tomber et qu'il fallait partir pour sauver sa peau. Donc ma mère a tout fait pour nous évacuer. Elle a réussi à nous évacuer. Bon, je vous passe les divers détails, mais malheureusement, à la suite de cette évacuation, l'avion dans lequel étaient mes frères, ma sœur et ma mère est tombé, et donc a scratché à quelques kilomètres de Saigon, dans les rizières. Donc j'ai perdu toute ma famille, excepté mon père, ce jour-là. Et à partir de ce jour-là, j'ai développé une énorme colère, parce que je m'étais dit, pourquoi moi qui avais juste demandé de partir dans un endroit comme ça, simple, pour moi c'était quelque chose de simple, prendre un avion et partir dans un lieu où on serait bien, pourquoi est-ce que j'ai pas eu droit à ça? Et donc j'étais... je sais pas, une couleur sourde en moi s'est développée, et j'en voulais... Je savais même pas à qui j'en voulais en fait. J'en voulais à tout le monde parce que j'avais pas pu accéder à quelque chose de simple. Une personne qui a vraiment réussi à comprendre ce que j'étais pour ce que j'étais vraiment. Et cette personne-là a réussi à comprendre la colère que j'avais en moi, les doutes que j'avais en moi, les mille et une petites choses qui faisaient que je n'osais pas aller de l'avant, et que je m'enfermais dans cette colère, parce que c'est plus facile de s'enfermer dans une colère et d'en vouloir à tout le monde et de réagir par rapport à ça. Et petit à petit, cette personne a réussi à transformer ma colère en quelque chose, pas forcément de positif, mais en laissant sortir le reste. Voilà. C'est-à-dire que la colère m'embuait l'âme et le cœur, et puis finalement, à ce moment-là, petit à petit, en peu de temps finalement, et avec beaucoup d'amour, cette personne a réussi à me montrer un autre chemin. Moi, j'ai toujours su que je voulais travailler avec des enfants. C'était soit des bébés, soit des enfants. Parce que quand on est avec un enfant, on n'est pas en colère. Si on est en colère, on n'est jamais avec un enfant. Quand on est en colère, on n'a pas du tout envie d'être avec un enfant. C'est les moments de répit et de bonheur qu'on peut avoir quand on est avec un enfant. C'est pour ça que travailler avec des enfants, je n'étais pas en colère, parce que de leur part comme de ma part, il y a beaucoup d'amour. Je n'étais pas là pour leur faire du mal, et ils n'étaient pas là pour me faire du mal non plus. Donc toute cette relation qui est très imbriquée quand on travaille avec des enfants font qu'il n'y a pas de colère. L'amour m'a toujours sauvée. Pendant un certain moment, oui. L'amour, la tendresse, l'amitié, oui, la douceur d'un enfant qu'on a eu dans la classe et qui
qui était un enfant autiste et avec qui on a vécu quelques mois, et qui, à la fin de l'année, est venu avec un petit cadeau dans sa main et il me l'a donné. Et puis, je me suis penchée vers lui pour lui dire merci, et il a effleuré un baiser, ce qui était complètement extraordinaire et extrêmement doux, parce que c'était un effleurement, c'était juste... et il a tourné la tête et il est reparti dans son monde. Oui, ça c'était un instant très très doux. Quand on connaît l'amour, quand on connaît la tendresse et quand on connaît une espèce de sérénité que je peux avoir maintenant par rapport à ce que j'ai vécu, il manque peu de choses. Il y a 20 ans, travailler avec des enfants était très simple, n'était pas réglementé comme ça l'est aujourd'hui, et surtout il y avait une confiance. Il y a 20 ans, les parents, quand ils venaient en classe le matin, ils te confiaient leurs bijoux, ils te confiaient leurs l'être qu'ils aimaient le plus au monde, parce qu'ils avaient confiance en toi et qu'ils savaient qu'il allait passer la journée avec toi. Actuellement, ce n'est plus le cas pour beaucoup de parents. Bon, je ne dis pas que tous les parents ont changé, hein, mais pour beaucoup de parents, maintenant, quand ils amènent leurs enfants à l'école, c'est parce qu'ils ont une journée à passer et qu'il faut que cette journée se passe bien pour eux, et que tu sois au service de ce que l'enfant désire. C'est-à-dire, s'il a certains désirs, il faut essayer de combler ses désirs. On passe plus du tout par le même chemin de l'apprentissage. Je trouve les enfants beaucoup plus éclatés, beaucoup plus perdus. Dans le monde actuel, beaucoup d'enfants sont comme ça. Ceux qui n'ont pas un cadre. J'ai l'impression que beaucoup de parents ont peur de mettre ce cadre, par peur d'être rejetés ou par la société ou par leur propre enfant. J'ai l'impression qu'on a ôté aux parents leurs droits de parents, et qu'on a donné aux enfants un énorme pouvoir qui les déstabilise complètement, parce qu'ils ne savent pas très bien quoi en faire. Et qu'à cet âge-là, on a plus besoin d'être accompagné dans une éducation, de montrer les valeurs, d'expliquer les valeurs, les codes, pour pouvoir justement s'accomplir. Il n'y a plus de différence entre les enfants et les parents aussi. Il n'y a plus le monde des enfants et le monde des parents. Les enfants sont continuellement au contact des adultes, dans les histoires d'adultes, dans les propos d'adultes. Ils reçoivent ça intellectuellement, mais ne savent pas l'analyser, par exemple. La première chose qui me vient là à l'esprit, c'est une discussion que j'ai eue avec ma mère, d'où il en est ressorti deux choses. Une première chose, c'est ne laisse jamais personne te briser les ailes, et ne laisse jamais personne atteindre ta dignité. Donc ça m'a toujours suivi toute ma vie, et j'ai toujours essayé de suivre ces deux préceptes. Je crois que la transmission, c'est ce qui est le plus important, et c'est ce qui a toujours réglé l'humanité depuis la préhistoire jusqu'à maintenant. Je me suis posé la question, qu'est-ce qu'a fait un orphelin quand il n'a pas de parents ? Eh ben, un orphelin, quand il n'a pas de parents, j'ai connu les orphelinats, il a toujours quelqu'un. Il a toujours entendu des choses. Donc il va picorer ce qu'il y a à droite et à gauche, mais je pense que c'est la seule et unique chose qui fait qu'on peut continuer à avancer, parce que s'il n'y a pas de transmission, c'est le néant, il n'y a plus rien. J'ai eu plusieurs familles, étonnamment. Une famille, c'est un groupe de gens dans lequel on vit. Alors j'ai eu ma famille biologique, avec laquelle j'ai vécu pendant 15 ans. J'ai eu une famille, ce que j'appelle ma famille d'adoption, avec laquelle j'ai vécu encore 25 ans à peu près, un quart de siècle quand même. C'était la meilleure amie de ma mère, avec qui elle travaillait à Saigon, qui s'occupait des enfants aussi, qui faisait adopter les enfants en France. Donc, j'ai eu aussi beaucoup de bonheur là, parce que le bonheur, c'était d'avoir un père et une mère d'adoption, bien sûr, mais que je considérais quand même comme mon père et ma mère, un peu comme mon père et ma mère,
et toute une bande d'enfants autour de moi qui étaient adoptés par cette famille et qui avaient vécu les pires des choses qu'on pouvait vivre pour un enfant. Donc tout le monde, côté douleur, traumatisme, était au même niveau. Donc il n'y en avait pas un qui avait plus souffert que d'autres, etc. Donc on a vécu comme ça en se soutenant. Ça a été ma deuxième famille. Ma troisième famille, c'est une autre famille d'adoption qui s'est plus constituée de rencontres que j'ai pu faire lors de mon travail à l'école, qui est une autre forme de famille. C'est un grand soutien. Ce sont des enfants, ce sont des adultes que je connais bien, qui me connaissent bien. Il y a en même temps beaucoup d'amour, mais une certaine distance et surtout une certaine indépendance. Donc ça, ce serait ma troisième famille. Pour moi, la famille, c'est vraiment un regroupement de gens avec qui on est. J'ai pas longtemps vécu avec ma famille biologique, donc 15 ans c'est peu, surtout quand on est petit. Mais je dirais que là, mes deux autres familles, j'ai pu... surtout avec ma troisième famille, j'ai pu la choisir. C'est très important de pouvoir choisir sa famille parce qu'on est très libre finalement. C'est le plaisir qui met en exerce les 5 sens. C'est toute une vie qui est dans ce hammam parce que tu n'es pas seul dans ce hammam. Tu peux être seul, mais tu n'es pas seul, forcément. Il peut y avoir une communauté très gaie, très bruyante, comme il peut y avoir un grand silence qui t'enveloppe. Le hammam, c'est vraiment un moment à part. Tu sais ce que tu vas y retrouver, tu sais ce que tu cherches, et tu sais que tu vas en ressortir bien. C'est quand même assez rare d'avoir autant de certitude. Le rapport au corps est complètement différent. C'est-à-dire que dans notre société, il y a un rapport au corps qui est très imagé. Il faut être comme ci, il faut être comme ça, il faut avoir le nez ceci, il faut peser tant, il faut avoir telle taille, enfin bon. Alors qu'au hammam, tout ça n'existe plus. Personne n'est laid, personne n'est beau, personne n'est moche, personne n'est gros, personne n'est maigre. Tout le monde est là pour atteindre le même bonheur. Et peu importe ta couleur de peau, ta taille, ta forme, ton handicap, parce qu'il y a des personnes handicapées qui vont, ton âge, peu importe tout ça, tu es juste là pour être bien et voilà. La beauté de l'âme, la beauté d'un corps aussi, dans ce qu'il est, dans la manière dont le corps est montré. C'est-à-dire qu'une personne peut avoir un corps tout à fait quelconque, mais on peut voir la beauté dans ce corps parce qu'elle le porte, elle l'incarne, elle le vit, parce qu'elle est dans son corps et parce qu'elle aime son corps. Le désir, c'est vraiment pour moi un état que tu ne peux pas contrôler. C'est quelque chose qui te submerge et que tu es obligé de partager. Et quand tu peux le partager avec la personne avec laquelle tu as vraiment énormément de désir, je crois que tu arrives à un point de bonheur tellement intense que tu te demandes si c'est possible. Si tu es vraiment en train de vivre quelque chose de tellement fort, comment est-ce possible ? Moi, ça m'a toujours... je me suis dit, mais comment est-ce possible d'avoir vécu ce moment-là ? Et c'est tellement intense, ça te submerge tellement que je crois que tu es plus dans la capacité de l'analyser, tu le vis en fait. C'est quelque chose de voluptueux. C'est une immense tornade qui t'envahit et qui envahit celui avec qui tu es. Je crois qu'il n'y a pas de... Je crois que c'est quelque chose qui se partage, le désir aussi. Et quand on le partage, il est encore plus important, plus subjugué. La photo, pour la première fois, on m'a dit que ça pouvait être une écriture, une forme d'écriture, une forme de langage en tout cas. Et pour moi, c'était important parce que je n'arrivais pas à m'exprimer ni par écrit, ni par le dessin, donc ni par la musique. Donc pour moi, ça a été une révélation
Et ensuite, c'est aussi très important pour moi parce que c'est un témoignage. Une photo, c'est quelque chose qui reste. C'est quelque chose qui a fixé un moment à l'instant même et qui reste et qui peut rester. Alors que moi, par exemple, à l'âge de mes 15 ans, je n'avais plus rien. Il n'y a plus rien. Je suis partie avec ce que j'avais sur moi. J'avais plus mes habits, j'avais plus mes jouets, enfin mes jeux, mes jouets, mes petits bibelots, les choses que j'aimais. Je suis partie comme ça. Donc j'avais l'impression de partir tout nu. Et j'avais plus de témoignages, j'avais plus de photos, j'avais plus rien. Heureusement, les nounous qui me sont occupés de moi ont sauvegardé quelques photos et l'ont cachées. Et après, quand mon père les a fait venir en France, on pu nous les donner, mais sinon on n'aurait eu rien, plus rien. Il y a 15 ans de ta vie qui effacé, comme dans un incendie. Tandis que là, la photo, ça te permet de marquer l'instant. Et puis surtout, pour moi, ça m'amuse, ça permet de fixer les choses. D'ailleurs, souvent, je dis, mais non, c'est pas du tout ce que je voulais... c'est pas comme ça que je voulais photographier, c'est pas cette lumière, ça donne pas du tout ce que je veux. Donc, oui, c'est un peu comme un langage, mais qui m'est plus accessible. Tu as une façon de regarder, enfin, tu regardes de manière plus profonde, tu essayes de comprendre ce que tu es en train de prendre en photo. Quand tu reçois une photo, c'est un merveilleux cadeau. À 8 ans, j'étais en Iran, devant les invités. Quand on demandait ma soeur de jouer au piano, je venais l'embêter, etc. Et c'est à ce moment-là en fait, qu'on m'a dit
si tu veux jouer comme ça le soir au piano, il faut que tu ailles prendre des cours. Et j'ai dit, bon, d'accord. Et c'est un peu comme ça, par ce challenge et ce défi qu'a commencé le fait que j'ai commencé le piano un peu plus tard, à 9 ans. C'était déjà un peu le début de la révolution avec mes amis. Pendant l'état de siège qui était imposé par le chat à l'époque, on sortait tous les trois pour essayer d'aller dans les rues quand tout était interdit, de voir ce qui se passait, de voir les soldats, et sans que mes parents sachent, bien sûr. Et on entendait les tirs de feu. Et il y a eu la question de partir parce que j'étais déjà à l'école française de Téhéran. En fait, j'apprenais déjà le français. Mais du coup, il fallait que je parte seul, retrouver ma sœur qui avait 18 ans. Mes parents qui devaient partir n'ont pas pu à cause des bombardements irakiens à l'époque. Donc on se retrouvait tous les deux. Et là, finalement, ici en France, je venais retrouver des gens qui avaient 11 ans aussi et qui regardaient Candy, etc. Et moi, j'étais avec mon matérialisme dialectique et les autres lectures. Et le piano a permis finalement de retisser un lien avec mes autres copains, même avec les profs. C'est vrai que depuis peu, un bébé est arrivé dans ma vie avec qui ce lien se tisse et s'intensifie maintenant que je découvre petit à petit un petit bonhomme qui me regarde dans les yeux et qui là vraiment m'éblouit petit à petit tous les jours. Et quand je vois son regard qui me regarde en disant qu'est-ce qu'on va faire ensemble, je me dis il y a quelque chose avec lui à dessiner et je ne sais pas forcément le choix toujours de trop guider son futur en lui donnant des choix mais sans trop le diriger m'interroge forcément. Et je sais que c'est pas quelque chose de facile de donner cette sorte de solidité à mon enfant pour qu'il fasse ses choix et qu'il les tienne. Peut-être que la force de mes parents avait été de m'aider à rester fidèle à ces choix que j'avais fait déjà tout petit. C'est vrai que ces premiers choix étaient déjà mes choix. Personne ne m'avait imposé, disons, ces choix. Dans ma façon de voir les choses, de travailler autant en médecine et en musique, ce qui m'intéresse sont les flux de la vie. Et ces flux de la vie, en fait, qu'on les voit d'une façon physique, de mécanique des fluides, de sang dans les vaisseaux, ou de flux musical ou autre. Ces flux en fait se ressemblent, ces turbulences, ces vortex qui tournent, et ce sont un peu une unité globale. Des fois on a l'impression, quand on arrive à essayer de s'y intéresser en profondeur, sont presque comme un peu l'essence de la vie qui se retrouve partout comme une sorte d'unité. Et qu'on essaye alors en mécanique des fluides de les mesurer, de les quantifier, on y arrive plus ou moins bien, en physiologie d'une autre sorte, et en musique aussi, ou dans l'art. C'est vrai que dans la peinture, dans la photographie aussi, ces spirales, de nouveau ces vortex qu'on retrouve dans toutes les structures de la vie en biologie, et partout sont un peu l'essence, le flux de la vie qui sont partout. Alors c'est vrai que je m'intéresse pas mal à essayer de comprendre ça. Et là, tout devient poésie. Aussi bien la médecine devient la poésie, la mécanique des fluides devient la poésie, que cette musique que je suis en train de composer autour de ça, et qui tourne comme tournent les derviches tourneurs ou les poèmes de Rumi. S'engager au bien-être humain. Alors, je ne sais pas si c'est le médecin qui parle ou le musicien, mais en tout cas, je le vis différemment, peut-être en tant que médecin, là pour le coup, qu'en tant que musicien. Est-ce que c'est vraiment différent? Je ne sais pas. Sur le plan médical, j'essaye d'être
performant et d'aller au plus loin de ce que je peux pour diagnostiquer et guérir le patient, essayer d'apporter ce savoir et de m'engager à le transmettre en musique. C'est vrai que des fois j'ai envie que ma musique contribue à un bien-être, mais bon, pas forcément. C'est vrai que à des moments où je suis triste, j'ai envie que ça rende triste, et à des moments où je suis enragé, j'ai envie que cette rage se transmette aussi. Quand ce vortex tourne aussi, j'ai envie que cette complexité aussi se transmette à celui qui écoute ma musique. Donc l'engagement là, c'est plutôt la vérité, de transmettre la vérité de ce que je ressens. L'amour humain est quelque chose d'incroyablement important, et c'est déjà une expérience d'abandon complet de soi. Et cet abandon complet de soi peut se retrouver en effet dans une passion plus mystique, ou aller vers une passion plus mystique par moment. Et forcément, le côté parfois autodestructif qui peut exister dans cet amour où on est un peu devenu néant, mais qui, en l'écrivant ou en le composant, c'est aussi une sorte de moyen de guérison et un soin pour l'artiste. Je pense qu'heureusement, il n'y a pas que la souffrance et l'amour déchu qui inspirent. Il inspire aussi. La douleur et les blessures inspirent, et c'est vrai que des fois c'est comme une sorte de moyen de guérison que de créer autour de ça. Mais le bonheur inspire, heureusement, le bonheur inspire, et plein d'autres choses inspirent. Mais ça dépend de la façon que chacun a aussi de composer. Je crois qu'il y a des gens qui, en regardant la nature, sont inspirés. Chaque personne est un peu différente par rapport à ça. Est-ce qu'il faut vraiment une blessure initiale pour avoir cette pulsion de création devant le bonheur ou devant le malheur? Je ne sais pas, mais c'est vrai que souvent je vois qu'à un moment donné, certains artistes qui se prennent un coup dur rentrent dans une sorte de grotte. Quand ils sortent de cette grotte-là, d'un coup, on sent une maturité, comme s'ils s'étaient devenus des ermites, et qui sortent avec une complexité, une maturité de leur art qui a progressé. Et il y a d'autres aussi que je vois qui sont comme des Mozart infinis. Ils sont la créativité arrive comme ça à foison, qu'ils soient heureux, malheureux. Alors ça peut être beaucoup de travail aussi. Ça peut, quand je parle d'art, ça peut être aussi la créativité dans la recherche. Parce que dans la recherche aussi, je crois, dans la recherche de n'importe quelle sorte, je crois aussi on a le même raisonnement créatif. En fait, on essaie d'imaginer, on est seul, on se donne du temps, on se donne de l'espace, les idées foisonnent et on essaye d'imaginer des choses un peu absurdes ou inattendues, et qui permettent d'ouvrir de nouvelles voies, en tout cas dans la recherche. Ces moments de solitude, en effet, peuvent arriver dans ces moments de malheur, mais je ne crois pas qu'ils soient absolument nécessaires à la création. Le monde, comme j'aimerais le voir, ça serait que tous ces pays qu'on aime en Europe, comme l'Italie, etc., que tout, comme la France, que ce sentiment de sécurité intérieure revienne, pour que les gens ne soient pas tout le temps dans la méfiance de l'autre. Il faut que la confiance revienne. Et quand forcément les gens n'ont pas confiance en eux, ben forcément ils vont croire que ces gens qui ont une autre étiquette vont les menacer, et que ça soit d'une autre nationalité, d'une autre culture, d'une autre religion. Moi je trouve qu'on va mieux que ce qu'on laisse entendre. Et j'avoue que cette
paix sociale qu'on a su garder malgré tout les difficultés en France est quand même un trésor dont on n'a pas conscience. Alors c'est vrai qu'on se plaint beaucoup, il y a forcément des problèmes, il faut souligner les problèmes, mais on ne se porte pas si mal que ça ici. Et sur le plan de l'Iran, c'est vrai qu'il y a une force incroyable en ce moment qui est née et qu'on attend depuis peut-être très très longtemps, une conscience sociale qui s'est réveillée et avec des jeunes qui bravent contre toute répression et qui viennent dans les rues pour réclamer leur liberté. Et c'est vrai que un grand bonheur aussi, c'est que ces voix soient entendues et que ça aboutisse à quelque chose de bien, j'ai envie de dire, mais en tout cas de démocratique et de mieux que ce que c'est aujourd'hui. Je sais que c'est pas quelque chose de facile, c'est quasi utopique, mais rien que de voir cette prise de conscience globale donne, j'ai l'impression, la force à tout le monde pour essayer de les aider, et j'espère qu'on pourra les aider à y arriver. L'intelligence artificielle, comme on le dit souvent maintenant, c'est tout sauf intelligent. C'est des algorithmes et l'intelligence artificielle fait des choses très difficiles et en même temps fait des erreurs qu'un enfant de 3 ans ne ferait pas parce qu'il y a toujours des éléments perturbateurs. Et donc ça reste, en tout cas en médecine, et je crois que ça va continuer pendant longtemps, un assistant qui permet d'aller plus vite dans tout ce qui est difficile à mesurer, comme dans mon métier d'imagerie cardiaque. Et qui du coup, comme on va plus vite, on peut aller plus loin. Ça veut dire faire mesurer aussi des choses qu'on ne prenait pas le temps de mesurer ou qu'on faisait en recherche parce que ça prend trop de temps. L'autre intérêt que ça peut avoir en médecine, c'est que maintenant on parle de data science et toutes ces données qui vont arriver dans des grosses structures dans lesquelles il y a des données du génome, des données de la vie du patient, de ce qu'il aime, de sa biologie, de ses imageries. Nous, c'est vrai quand on a des pensées, on essaye de diriger notre pensée sur une question. L'intérêt de ce qu'on appelle un peu l'apprentissage profond, non supervisé, c'est de laisser cet ordinateur, enfin cet algorithme tout seul avec toutes ces datas et de trouver des liens entre ces différentes données ou des populations qu'on n'aurait pas soupçonnées. Et à partir de là, on essaie en effet de voir si ce qu'il dit a vraiment une conséquence et ça permet vraiment d'avancer, disons, pour le bien du patient. Et c'est vrai qu'on pense beaucoup à ce côté qu'on appelle multi-omics. Ça veut dire des mesures de quantification de plein de données complètement différentes qui n'ont rien à voir avec les autres. Après, tout ça sont achetés par des énormes boîtes et donc toute la question reste la bonne utilisation de toutes ces données qui sont évidemment riches. Donc dans la recherche, je crois que ça peut aider à aller trouver des choses qu'on ne soupçonnait pas et éventuellement de les vérifier après. Mais pour dire que ça va remplacer le médecin ou l'artiste, c'est plus un fantasme. C'est vrai que ça peut vous faire peut-être une générique d'une émission parce que vous voulez mettre des formules de composition et forcément un algorithme peut peut-être essayer de créer ça, mais il ne va pas faire de choses inattendues. Dans l'âme du chercheur et de l'artiste, que je considère dans leur raisonnement créatif un peu similaire, ce qui est étonnant, c'est d'un coup la pensée absurde, le truc qui n'a rien à voir et qui d'un coup
la lumière qui s'allume et qui va dans une direction que personne n'a pensé, et vous essayez d'y aller. Et ça, il ne va pas faire. C'est pour ça qu'on parle souvent maintenant, par exemple, du médecin augmenté, ou peut-être, je ne sais pas si on dira de l'artiste augmenté par l'intelligence artificielle, mais ça sera un super assistant. Je pense que c'est d'avoir découvert que moi, à ma naissance, j'étais pas parfaitement genrée. C'est-à-dire que les médecins ont dû identifier, enfin, ils ont dû regarder mes chromosomes pour s'assurer que j'étais bien chromosome XX, et donc bien une femme, scientifiquement parlant, parce que physiquement, j'ai envie de dire physiologiquement, j'étais pas à 100% une femme. Donc forcément, ça a donné lieu aussi à des examens médicaux. Ça a donné lieu à beaucoup de choses. La première, c'est que je pense, ça a fait beaucoup de mal à ma mère. Parce que, à ma naissance, on voit toujours à la télé, bah voilà, le bébé est né, on le met dans les bras de la maman. Là, ils m'ont enlevé. Ils m'ont retiré un peu rapidement de ses bras. Je pense qu'elle n'a pas vraiment profité de ma naissance déjà, elle en tant que mère. Et bon, moi, en tant que personne, je me souviens absolument de rien. Enfin, j'ai des cicatrices sur mon corps depuis toujours, en fait. Parce qu'en fait, ça m'est arrivé, ce sont des choses qui me sont arrivées quand j'étais née, ou vraiment juste après être née. Donc, oui, le plus grand bouleversement, c'est quelque chose en fait que j'ai découvert récemment. C'est un sujet qui est pas facile à aborder, je pense, pour mes parents. Ils savaient pas trop comment l'aborder avec moi. Donc, ils se sont dit, il y aura bien un moment où elle aura des questions à nous poser, et à ce moment-là, elle posera des questions et on lui répondra. Et c'est vrai que moi, je m'étais un peu persuadée qu'en gros, j'avais eu comme une maladie quand j'étais jeune. Parce que j'ai fait beaucoup de rendez-vous à l'hôpital. J'allais à l'hôpital tous les 6 mois. Et pour moi, je m'étais persuadée que j'avais une maladie, qu'on m'avait opérée. Donc, qu'il y avait une espèce de suivi comme ça, on est un enfant, on est malade, faut qu'on soit soigné. Et c'est que, je dirais, au courant de l'année dernière, que j'ai posé la question. J'ai demandé un peu plus de précisions à ma mère. En fait, pourquoi à la base on m'avait opéré, et tout ça. Et c'est là qu'elle m'a expliqué qu'effectivement j'étais. Or, aujourd'hui, on utilise le terme intersexe. Moi, je sais pas, je m'identifie pas à 100% là-dedans. Mais c'est quand même quelque chose qui me parle, quoi. C'est-à-dire que la question du genre aujourd'hui, c'est quelque chose de très présent. On parle beaucoup de transition parce qu'il y a des gens qui naissent hommes, mais qui se sentent femmes. Donc, il y a des transitions pour devenir des femmes. Et vice-versa, il y a des personnes qui naissent femmes et qui font des transitions pour devenir des hommes. Et c'est vrai que moi, en tant qu'enfant, on m'a beaucoup traité de garçon manqué. Ça m'a fait du tort, parce qu'au début je me disais, je comprends pas, je me coiffe comme ma maman. Bon, ma maman avait les cheveux courts. Forcément, un enfant avec les cheveux courts, on l'appelle mon garçon.
Donc je comprenais pas. Parce que moi, on me disait que j'étais une fille. Moi, je m'appelle Camille, je suis une fille. Il n'y a rien de plus naturel finalement là-dedans. Et donc, ça m'a fait du tort d'avoir été traité de garçon manqué, parce que je me disais, bah non, je suis une fille. Pourquoi les gens me disent que je suis un garçon raté, un garçon manqué quoi? C'est vraiment péjoratif, c'est pas quelque chose de sympa quoi. On dit pas, oh là là, t'es un gentil garçon manqué. On dit vraiment, tu t'es loupé, tu es une fille alors que tu crois que tu es un garçon. Et ça m'a fait du bien d'apprendre que même à ma naissance finalement, bah j'étais pas vraiment d'une fille, j'étais pas vraiment d'un garçon. Et que finalement, si toute mon enfance, j'avais flotté un peu dans cette zone grise. Parce que, en plus d'avoir les cheveux courts, je faisais beaucoup de sport. Et comme j'étais bonne en sport, et bah quand on faisait les équipes, j'étais choisie en premier ou dans les premiers. Enfin bref, j'avais cette validation des garçons, qui sont quand même la référence du sport quand on est enfant. Bon, on parlera de déconstruction et de patriarcat à un autre moment. Mais bon, ça revient un peu sur le côté, la petite fille, elle est jolie, elle joue à la marelle, et le garçon, il est costaud donc il fait du sport, il fait de la bagarre. Enfin bref. Et du coup, moi j'avais cette reconnaissance des garçons. J'étais finalement considéré comme un père, par eux quoi. Ils me considéraient pas comme la fille. Enfin, ils me considéraient pas comme une fille à part. Je faisais partie de leur équipe quoi. Je faisais partie de l'équipe de foot, de l'équipe de basket. J'étais une personne à part entière, reconnue, finalement, comme étant suffisamment sportive pour jouer avec les autres quoi. C'était pas de la fille qui joue avec les garçons. On était un groupe et il n'y avait pas de différenciation, en tout cas, pas de genre là-dedans. Le fait donc d'apprendre ça. Je sais pas si on dit intersexuation, ou le fait d'être pas vraiment genré. Ça m'a permis, en me rappelant un peu de tout ça, et de tout mon passé, pas de faire le deuil, mais comment dire, d'accepter finalement tout ce qui m'était arrivé, tout ce qu'on avait pu me dire. Et me dire, en fait c'est normal, parce que c'était en moi depuis le début quoi. C'était presque même surprenant, parce que pour vous donner une autre anecdote qui m'a beaucoup amusé, quand donc j'ai reparlé à ma mère de cette particularité que j'avais, et qui est pas si exceptionnelle, c'est-à-dire que des personnes intersexes, il y en a autant que des roux. Alors, une personne qui est rousse, on va le voir tout de suite. Une personne intersexe, il va falloir creuser un petit peu pour s'en rendre compte. Mais quand j'étais petite en école maternelle, on nous faisait faire de la couture. Et donc, on avait des oreillers qu'il fallait décorer. Et il fallait les décorer avec un peu notre animal totem. En tout cas, un animal qui me parlait beaucoup à cette époque-là, c'était l'escargot. Et c'est quand même étonnant de se dire que j'étais instinctivement attiré par les escargots. Alors, est-ce que c'est parce que leurs coquilles ont une spirale? J'en sais rien. En tout cas, c'est quelque chose qui me plaît, mais en tout cas, l'escargot, c'est un animal qui peut être à la fois mâle et femelle. Et qui, en fonction des besoins, peut être l'un ou l'autre. Et donc, en regardant comme ça, en me souvenant de cette sympathie que j'ai pour les escargots. Donc, sur mon coussin, j'ai fait une escargot qui prenait d'ailleurs tout le coussin. Je sais même pas si je l'ai encore, ce coussin. Bah, en regardant en arrière comme ça, je me suis dit, c'est quand même incroyable. La nature et les choses naturelles reviennent à nous, sans qu'on leur demande rien. Parce que bon, ça aurait pu être un lion, un tigre, un guépard. En plus, bon, je suis originaire de la ville de Lyon, donc le lion c'est un animal auquel on est beaucoup confronté. Et non, moi mon truc c'était les escargots. Si on vous dit comme mot la beauté, ça évoque quoi pour vous? Si je te dis le mot silence. Si on vous dit le mot famille, qu'est-ce que ça représente la famille? Si je te dis le mot enfance. Si je te dis le mot courage, ça évoque quoi pour toi? Si je te dis le mot désir, ça évoque quoi? Racontez ce qu'est pour vous l'amitié. Si tu avais à nous parler d'une rencontre. Comment tu es devenue la femme que tu es aujourd'hui? Les grandes étapes. Est-ce qu'il y a une chose dont tu sois particulièrement fière? C'est quoi l'ambition pour toi? Comment vous voyez l'avenir? Si je te dis le mot identité, ça te fait penser à quoi? Si je te dis le mot engagement, ça évoque quoi? C'est quoi une prison intérieure?
Quelle serait la meilleure chose qui pourrait vous arriver maintenant? Aujourd'hui, quel est l'événement majeur dans ta vie? Comment tu imagines ta vie dans 5 ans? Si je te dis le mot transmettre, ou la transmission. Que veut dire le mot liberté? Quelle serait la chose dont tu pourrais dire que tu es le plus fier? Tu as dit revenir à soi. Ça veut dire que tu étais parti où? Est-ce que tu penses que l'art peut changer le monde? Votre dernière grosse, mais vraiment grosse colère, c'était quoi? Qu'est-ce que vous aimeriez laisser comme trace de vous? Oh. Comment vois-tu les 20 prochaines années? Est-ce qu'on peut transformer ce chagrin en joie? Quel est ton plus gros regret? Tu penses avoir des enfants? Comment vont les gens en ce moment? La foi, c'est important. Et la plus grande joie. Comment ça se manifestait cette colère? Est-ce qu'on peut être soi-même dans l'absence? Est-ce que tu peux me raconter comment on devient Clément J? Qu'est-ce qu'un berger fait avec le silence? Comment fait-on pour s'excuser auprès des enfants du monde qu'on leur transmet? Le voyage, c'est important pour vous? Maintenant, parlons de la relation d'amour. La paix, elle est venue comment? Quand vous dites c'était le grand amour, c'est quoi un grand amour? Un moment extraordinairement doux que tu as vécu récemment. Je connais beaucoup de personnes, vraiment beaucoup, qui cherchent le secret du grand amour. Comme toi, tu le vis depuis 10 ans, tu vas nous donner le secret. Joli. Joli.